bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus un dimanche plutôt ensoleillé pour cette rencontre qui va être un peu plus chaleureuse que le temps à l'extérieur. On va tout de suite commencer par une lecture qui sera faite par Pascal Couba. Merci Pascal. Regagnant chaque soir les tentes des siens, exténué par la soif et la solitude, Bokri retrouvait un havre magique auprès de sa cousine Rama. L'envoûtante voix explorait pour lui un nouveau monde imaginaire et vrai qu'il reconstruisait chaque jour durant son assoupissement sous un arbre tout en gardant ses chèvres. Elle lui contait la nuit venue, près d'un feu, la vie d'une cité idyllique. Ainsi, il prit l'habitude de s'endormir en écoutant sa cousine faire chanter de ses longs et fins doigts sa vielle monocorde, dont le mystérieux son évoquait les vieilles légendes qui racontaient le désert et ses habitants. La partition clôturait chaque veillée. Dans sa fulgurante adolescence, Bokri n'avait plus de sanglots que pour pleurer ce qu'il attendait, obtenir ce qu'il désirait, aller là où il voulait aller. À chaque sieste, sa rêverie lui annonçait que le monde de son enfance était derrière lui. Il ne désirait plus qu'une chose, jeter les amarres de sa vie bédouine, les souvenirs de celle-ci et tout ce qui allait avec. À ces moments de doute, il se souvenait toujours de la pénétrante voix de la belle Rama. Là-bas, Bektou, la vie est douce, les hommes civilisés, les femmes exaltantes, tout est agréable et douillet. Dans les luxuriants palais de cette ville, quand tu appuies sur un bouton, ce que tu désires se présente aussitôt sur un plateau magique. Elle était peut-être loin d'imaginer combien ces mots résonnaient profondément, constamment dans la tête du petit, au point de devenir une obsession pour lui. Il en rêvait nuit et jour. Le jeune garçon était pourtant reconnu dans tout le campement pour son tempérament envoyeur. Il était adulé par les adultes à cause de son sourire permanent, de sa bonne humeur que rien n'arrêtait. Et pourtant, en son fort intérieur, il sentait bien que ni mer, ni montagne, ni ville, ni désert n'assouvriraient l'immensité qu'il habitait. La plaine désertique ne suffisait plus à combler son insatiable besoin d'aventure. Son rêve d'échapper à cette vie antique était né de ses siestes quotidiennes sous les acacias, durant les longues journées de package loin de leur campement. À 13 ans, la perte subite de sa mère précipita son désir de partir vers l'inconnu. Sous le coup d'un troublant chagrin, Bokri entama la mise en scène de sa fugue. Il se jeta alors sur la route sans réfléchir, sans même se rendre compte qu'il se dirigeait vers la matérialisation de l'utopie qu'il habitait depuis des années. Après 2 jours de marche, il réussit à rejoindre une piste où des forains passaient 1 fois par semaine. Il n'y campa que 24 heures, tout juste le temps de voir son eau et quelques provisions diminuer fortement. Il prit soin de se mettre à l'abri sous 3 immenses dattiers sauvages, à l'ombre clémente, debout au milieu de quelques acacias. Il en cueillit les fruits, tout débordant d'imaginations abondantes, nourri par ses désirs et ses veillées. Tout près de la piste, il entendit nettement le ronronnement que son ouïe aiguisée par les silences du désert distinguait depuis 1 heure environ. Le bruit s'approcha de plus en plus. Arrivé à sa hauteur, le camionneur s'arrêta. Il regarda à droite et à gauche
avant d'étaler une vieille natte à l'ombre d'un des palmiers dattiers. Il revient à son camion pour en sortir une caisse en bois, un petit réchaud à gaz et d'autres ustensiles. Une petite théière en verre, 2 tasses, et encore du thé, du sucre, une feuille de menthe séchée. Il alluma son réchaud et y posa adroitement la théière. De taille moyenne, il était maigre et sec. L'apparence de son visage trahissait un âge mûr. Derrière son petit chèche sali, des yeux noirs et perçants et des rides qui retombaient sur une petite barbe bien taillée. Il se mit à préparer du thé, breuvage réparateur pour tous les Sahariens. Ensuite, après avoir ouvert une petite boîte de lait concentré, il la versa dans l'une des tasses, rajouta de l'eau et du sucre, avant de commencer à transvaser le liquide d'un récipient à l'autre. L'opération dura un moment, le temps de voir le thé bouillir, monter, puis déborder du couvercle de la théière. Il éteignit le feu d'une main, saisissant de l'autre la tasse, pour boire une gorgée de sa préparation. Sa tête se perdit dans le récipient une vingtaine de secondes. De loin, Bokri observait la scène sans bouger, la respiration coupée, de peur d'être entendu par le voyageur. Il laissa à ce dernier le temps de boire son lait et de déguster sa première et unique infusion de thé avant de l'aborder, tout en gardant une distance et évitant d'être envahissant. Il s'accroupit à près de 10 mètres de lui. Un instant, le transporteur crut rêver. Cette présence impromptue, surgissant sans aucun bruit de ce petit bosquet d'acacias et de dattiers disposé en semblant d'oasis, jeta le trouble en lui. La moindre bestiole aurait fait plus de bruit que le jeune garçon. Faisant un petit bond en arrière, tout en essayant de dissimuler sa frayeur, l'homme se frottait le visage. « Azola Belli, es-tu de la race des djinns ou de celle des humains? D'où sors-tu, bon sang ?»« Je viens du campement voisin. Je savais que vous passeriez aujourd'hui pour relier Bekto. » Le chauffeur fut stupéfait devant l'assurance de l'adolescent, haut comme 3 coudes. « Quel campement? Y a-t-il un campement dans ce vide? Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bektou ?» demanda-t-il. Il ne comprenait pas encore comment l'adolescent s'était retrouvé subitement ici, devant ses yeux, comme s'il avait été parachuté du ciel par une force surnaturelle. Il fut d'autant plus subjugué que le jeune homme lui parla d'un endroit qu'il ne connaissait pas et qui n'existait à ses yeux que dans l'imaginaire de l'intrus. Mais ce dernier sut rapidement abaisser les doutes du voyageur en lui offrant spontanément quelques tablettes de ces fromages à moitié secs dont raffolaient les nomades et citadins dans les contrées alentours. Après plusieurs tractations, le camionneur, mystérieusement charmé par l'incandescence ténacité du jeune homme, finit par accepter de l'emmener sur la route. Peu importait pour le garçon le nom de la ville de destination. « Je ferai tout ce que vous me dites. » Promis Bokri. La route est très longue, semée d'embûches, et toi, tu n'as aucun papier que je pourrais présenter aux nombreux contrôles de police. Alors, je dirais que tu es mon apprenti. Tu n'auras qu'à te taire, prévint le routier. Assis de manière studieuse près de son nouveau protecteur, avec déjà en lui une pointe de nostalgie de son désert natal, qui s'éloignait peu à peu, Bokri ressassait sans cesse la voix et les incantations de sa cousine Rama, quand celle-ci lui racontait la bouillonnante vie avec tout. Ses maisons somptueuses, ses voitures luxueuses, ses jardins luxuriants, ses marchés pleins de toutes sortes d'articles, ses avenues peuplées de surprises au grand bonheur des habitants. Elle lui disait même qu'il y avait des conteurs, musiciens et poètes à tous les coins de rue, qu'il suffisait tout juste de s'asseoir et de les écouter. Et même si la conteuse n'avait jamais quitté l'aridité de sa naissance,
Beaucry croyait, les yeux fermés à ces histoires devenues des rêves pour lui. À travers la vitre mi-ouverte du camion, le jeune homme voyait défiler toutes ces images qui donnaient corps aux récits entendus à travers les paysages de sa fantaisie. Il faisait et défaisait de nombreux projets dans son esprit à mesure qu'il s'approchait de son but ultime. Il écrivait mentalement la fiction de son fantasme, à mesure que la cité, tant rêvée depuis sa tendre enfance, apparaissait et disparaissait dans le mirage de son imagination. Soudain, Beaucry se réveilla d'une très longue sieste, comme s'il revenait d'un long et interminable voyage. Ses chèvres groupées autour de lui, attentionnées comme avec un malade, le léchaient de la tête aux pieds. Une des chèvres venait de mettre bas des chevrettes jumelles. Le jeune bédouin se frotta vigoureusement le visage. Il serra les petits capris dans sa poitrine et courut vers le campement retrouver sa mère, l'embrassa sur le front et la serra très longuement dans ses bras. Il ferma les yeux et laissa couler quelques larmes. Il était content de la retrouver vivante, même si son voyage n'avait été qu'un songe. Merci. Merci Patrick. Donc nous recevons aujourd'hui Nagui Stenansari pour Tim Charles, Sanglots de la pierre, qui est publié chez France Fanon. Vous êtes romancier, journaliste, vous êtes réalisateur, documentariste aussi. Vous sortez là prochainement un film qui s'appelle Re5, peut-être vous en direz deux, trois mots. Vous êtes malien de la région de Tombouctou et vivez en Mauritanie depuis 2012, je crois, après avoir été un moment en France. Et je vais citer deux, trois livres dont vous êtes l'auteur. La chance d'avoir... Éco-Saharien, l'inconsolable nostalgie, c'est un roman qui est publié chez Langlois Cécile en 2014, qui a été réédité chez Alphabet en 2018, chez le même éditeur Touareg, L'exil pour patrie, qui est un essai, et un recueil qui sort aussi là récemment, qui est sorti récemment, Voix in, voix off, qui est un recueil de poésie et de prose, chez Les Trois Acacias, qui est sorti en 25. Peut-être avant de vous poser une première question, vous allez nous présenter en tout cas une des deux artistes qui est avec nous aujourd'hui. On attend le second. Et si vous pouvez nous dire un mot. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette possibilité, pour cette opportunité de présentation de ces livres. Merci à l'ACB, merci aux éditions France Fanon qui organisent tout ça. Donc c'est vrai que normalement il y a un musicien qui est censé, qui était bloqué sur la ligne 2 du métro et qui est censé arriver d'un moment à un autre, c'est Mohamed Issa, donc du groupe Imarahan Timbuktu, qui est originaire de la région de Tombouctou au Mali. Et là, on a le plaisir d'entendre ce soir Pascal Kouba, qui est une amie de longue date. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années au Festival du Vent en Corse. Et on a fait certaines choses ensemble, notamment elle était venue lire mon premier livre éco-saharien, L'inconsolable nostalgie, dans un format quasiment similaire il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la voix. C'est une belle personne. Donc on aura l'occasion de réécouter la voix tout à l'heure. Juste une petite présentation du livre, c'est un recueil de nouvelles et de poèmes qui parle bien évidemment de la culture touareg, peut-être un certain nombre de thèmes autour de cette culture. Peut-être le plus fort et le plus dramatique, c'est sa possible disparition. C'est une question qui sera posée. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cette culture et sur le nomadisme? Mais il est aussi question d'autres thématiques, comme l'exil, comme la nostalgie du retour, comme l'amour, comme la transmission. Il est question aussi de mondes qui s'interpénètrent, qui sont en perméabilité, qui sont des mondes visibles et invisibles. Et puis... il y a aussi, je pense, un élément important du livre, c'est la multiplicité des genres. C'est-à-dire, il y a de la poésie, comme j'ai dit, il y a de la nouvelle, il y a du fantastique, et il y a du conte, il y a du mythe, etc. Et tout ça, vous le mêlez avec beaucoup d'aisance.
La première question, peut-être, c'est sur le titre, Timchar, et qu'est-ce que c'est que ce sanglot des pierres, ou de la pierre en l'occurrence. Timchar, c'est un terme qui évoque les emplacements, en fait, les emplacements du campement nomade. Voilà, c'est un endroit qui peuple, ce sont des endroits qui peuplent un peu cette région saharienne, hein. Et ce sont des endroits en fait avec lesquels on a toujours un rapport à la fois craint, c'est un lieu qui est craint, mais c'était aussi un lieu qui est d'une certaine façon aussi pour lequel il y a une fascination, une nostalgie, parce que c'est là où on a vécu telle saison, c'est là où il y a eu des mariages, c'est là où il y a eu des baptêmes, c'est là où il y a eu des fêtes, c'est là où tel voyageur, tel personnage est venu. Donc c'est un lien avec lequel il y a cette double, je dirais, cette double relation où on a à la fois cette nostalgie de Timchar. C'est une évidence pour tous les gens qui connaissent cette région-là. C'est tous les... chaque fois qu'on revient d'une certaine façon sur ces traces, sur l'endroit où on a vécu un certain moment de sa vie. Donc il y a cette relation, et je voulais donner en fait cette histoire, ce titre dans cette histoire par rapport à l'idée générale, je dirais, des textes. Voilà, l'idée générale des textes. Alors il n'y a pas un texte en particulier qui porte le titre Timchar. Je voulais donner une idée, un mot qui donne l'idée générale de différents textes, parce que les différentes nouvelles traitent beaucoup aussi, et surtout d'ailleurs, il faut le dire, de ma mémoire saharienne, parce que moi je suis un enfant du campement, je suis né dans un campement nomade. J'ai grandi dans un campement nomade quasiment jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à partir de 10 ans, comme beaucoup d'enfants de cette région-là, on fait ses premiers pas à l'école, qui est généralement installé dans un village. Dans mon cas, c'était dans le village de Gargando. C'est à peu près à 150 km à l'ouest de Tombouctou, vers la frontière avec la Mauritanie. Et donc, cette première partie de ma vie m'a beaucoup... je me rends compte en fait de plus en plus, au moins sur les 25 dernières années, je me rends compte que cette première partie de ma vie m'a beaucoup influencé, en fait, revient systématiquement dans tout ce que j'écris, revient aussi dans les films dont on parlera probablement tout à l'heure. Et donc je voulais un titre qui évoque cet esprit-là, sans pour autant sans pour autant que ce soit les titres d'une nouvelle. Même si la notion de Timchar, je pense qu'elle revient dans beaucoup de textes, surtout un texte qu'on entendra tout à l'heure avec Pascal, qui s'intitule La hantise de la pleine lune. Voilà, cette femme qui disparaît et tout à coup, il y a tout un ensemble d'éléments comme des poteries, comme des piquets qui restent, les vestiges en fait de ce qui était là. Et donc c'est un mot qui peuple beaucoup notre imaginaire saharien, qui peuple encore moi mon imaginaire quand je reviens dans cette région-là, de la région de Tombouctou. Je suis comme... c'est étonnant parce que je revis à la fois le passé, mais j'ai cette sensation aussi comme si c'est une autre vie, quoi. C'est une vie qui s'est déroulée il y a très longtemps. Voilà. Les Timchar, c'est vraiment ça. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre, pour qu'on ait un mot qui donne une idée générale, sans pour autant s'arrêter sur un texte en particulier. Et effectivement, Timchar, c'est aussi une métaphore, peut-être aussi compris comme une métaphore de ce que vous dites en fait de la disparition et de la fin d'un monde. Et puis justement, quels sont les différents textes ou les différents poèmes, on en parle évidemment dans le texte, on peut en évoquer quelques-uns. Quelles sont les menaces qui pèsent sur ce mode de vie, sur cette culture, sur le nomadisme aujourd'hui, entre les menaces politiques, entre les menaces d'une certaine modernité, entre
la tentation de partir, notamment la tentation de partir dans les grandes villes. Tout se combine pour aujourd'hui constituer une menace et faire sangloter la pierre. Ça a commencé il y a longtemps d'une certaine façon. Et les textes choisis par Pascal pour démarrer cette conversation racontent aussi d'une certaine façon ça. C'est-à-dire les rapports avec la ville. Les enfants du campement, ils ont moi je me rappelle très bien, on avait une certaine fascination du monde urbain. Mais c'est un monde qui est loin. Mais il y avait quand même cette fascination, parce qu'il y avait des gens qui venaient, et très rarement d'ailleurs des gens du campement qui allaient s'installer en ville. Généralement, c'était des gens qui venaient de la ville, qui étaient des passages. Et donc, la relation du monde nomade avec la ville, je pense qu'elle date d'il y a longtemps, au moins d'un siècle, au moins depuis qu'on a des voitures, depuis qu'il y a des gens de la ville qui viennent en voiture, et donc ça fascine un peu les enfants du campement. Et moi, c'est vrai que le personnage, il a inspiré de ce qui se passait dans ce campement où j'étais, où on avait en permanence des gens qui venaient de la ville, soit des Tombouctou, soit une autre ville qui est plus proche, qu'on appelle Gundam, qui est le chef-lieu de la préfecture locale. Et donc on avait ces rapports avec la ville assez rapidement. Donc si on peut parler de disparition du monde nomade, je pense que déjà peut-être ça commençait aussi par rapport à ça, le désir de ces gens de partir vers la ville, plutôt en tout cas pour les jeunes générations. Et puis après, les raisons de la disparition du monde nomade, elles sont multiples. Hein. Il y a des raisons tout à fait écologiques. Hein. C'est les premières raisons. C'est la fin de ce qui fait l'économie de cette région, c'est-à-dire les animaux. Donc, les changements climatiques, la rareté des pâturages, la rareté des pluies et donc des pâturages, ce qui fait que les gens sont obligés de penser à une autre forme de vie. Et puis il y a eu la colonisation depuis la fin du 19e siècle, qui a aussi, d'une certaine façon, réconfiguré et rémodelé d'une certaine manière la façon dont les Sahariens occupaient cet espace, parce qu'il y avait une limitation aussi de certaines fractions, de certaines tribus à moins de mobilité que dans les temps. Donc depuis la fin du commerce caravanier, déjà, il y a cette menace qui plane. Puis à la décolonisation, effectivement, les rapports avec les États, notamment l'Algérie, l'Algérie, le problème est un peu moins la séquelle est un peu moins grave, même si on en parlera, ça se passe à un autre niveau. Mais en tout cas, surtout au Mali et au Niger, c'est-à-dire la volonté affirmée des États, en fait, d'en découdre avec ce mode de vie d'une certaine façon et de faire en sorte que ces nomades-là, il fallait les sédentariser. Donc voilà, et puis depuis une trentaine d'années, la question de l'exil, à la faveur de la rébellion Touareg dans les années 90, qui a commencé dans les années 60, mais qui a connu un mouvement plus important dans les années 90, donc il y a une répression de l'armée malienne, et donc le départ de toutes ces populations vers les pays voisins. Donc voilà, la fin du monde nomade, c'est ça. On peut le comprendre rapidement par cette fatalité, disons, écologique, ces changements climatiques, la fin du grand... de ce qui fait la vie nomade, en fait, c'est-à-dire la relation avec les animaux de l'élevage, et puis la relation avec les pays, avec les États, avec le gouvernement au Niger et au Mali. Et vous avez, juste pour un dernier mot sur ce thème, vous utilisez un mot très fort dans le livre, vous parlez d'un génocide silencieux. Oui, on peut parler
tout à fait. Vraiment, c'est pas moi qui ai inventé de toute façon ce mot. Je l'ai souvent entendu et c'est souvent revenu dans la parole des gens que j'ai interrogés, même en tant que journaliste, depuis 2012. Et c'est aussi souvent revenu dans la parole des gens avec lesquels je m'entretenais pour le film. Donc il est évident pour les gens que on peut parler du génocide parce que il y a une politique de terre brûlée, ce qui se passe au Mali depuis les années 60, depuis l'indépendance, depuis la première rébellion de 63, et ça s'est accéléré en 90. Et là encore, maintenant, on connaît un nouveau bond. C'est-à-dire que là, les victimes se comptent à des milliers. On ne compte même plus les victimes depuis 2012. Il y a des scènes très fortes dans le livre. Il y a un ou deux textes où il est question d'arrivée de militaires, de destruction, des gens qui sont obligés de partir, etc. Et des meurtres que vous décrivez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a certains textes qui s'inspirent effectivement de... Après, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était la dimension romanesque. De romancer un peu, voilà. Mais effectivement, oui, il y a eu des gens très proches qui n'ont pas voulu partir, notamment dans une des nouvelles sur les derniers témoins. Ça c'était intitulé comme ça, mais je pense que j'ai changé les titres entre-temps, de ce vieux monsieur qui a voulu rester dans un village et qui avait dit à l'époque aux gens qui partaient donc en exil parce que l'armée n'était pas très loin. Et lui, il a dit, mais moi je reste là justement pour pas que l'armée se mette sur vos traces, pour les s'aimer. Et en fait, il en a payé les frais parce qu'il a été assassiné. Ça, c'est inspiré d'une histoire vraie, si vous voulez, absolument. Oui, d'ailleurs, il y a des noms de personnages complètement d'actualité dans cette nouvelle. Alors, il est souvent question d'exil, effectivement, et vous mettez souvent en parallèle, j'ai presque envie peut-être dire un peu de manière caricaturale, la ville, qui est vraiment l'espace de tous les tourments et de tout le matérialisme, d'une perte de sens et de valeur, comparé à ce que porte la culture touareg en l'occurrence. Ça, c'était dans la deuxième partie de ma vie, je dirais. Effectivement, moi, la première partie de ma vie, comme on l'entend dans les textes, j'avais vraiment une fascination pour la vie. Et le monde nomade ne m'intéressait pas du tout. Je voulais partir. Je pense que ce personnage-là, il a inspiré aussi de cette fascination que j'avais moi enfant, comme beaucoup d'enfants nomades, de découvrir la ville. Et après, une fois qu'on a fait son expérience de la ville, c'est une autre question. Ça vous a pas plu apparemment, hein, et tous vos personnages en ont une envie, c'est de repartir. Ça m'a plu un certain temps. Si on parle de moi ou des personnages, voilà, il faut aussi faire une distinction, même si il y a quand même des fragments du réel qui viennent s'inviter dans la fiction, et c'est normal. Mais personnellement, oui, ça m'a. Là, par exemple, j'aime bien revenir à Paris. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville où j'ai beaucoup marché, mais c'est une ville où je sais que je ne vivrai pas. Oui, ça, c'est une évidence pour moi. Ceci dit, Paris est une très belle ville, mais personnellement, sauf la ligne 2, en ce moment. Oui, sauf la ligne 2 en ce moment, qui nous prive de la musique. On refait un petit tour en lecture. Je ne lui dirai pas. Je ne lui dirai pas à quelle pulsion excessivement forte mon cœur vibra hors de moi dès les premiers instants où je l'aperçus. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, combien ma vie a subitement basculé depuis ce jour où j'avais vécu la fragilité des événements en rencontrant son regard. Je ne lui dirai pas combien sa gesticulation lente et envoûtante me pénétra mystérieusement, devenant le moteur même de mon existence
comme si ma vie n'avait auparavant eu aucun sens. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, que ses gestes m'enveloppent pour m'emporter toujours plus haut. Vers des lieux merveilleux. Je ne lui dirai pas combien l'intonation harmonieuse de sa voix régule le tempérament de mon être profond, domine mon souffle et mes gestes, et surpasse le pouvoir des astres. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, combien les premiers mots prononcés ce jour-là spontanément m'ont traversé l'âme pour l'habiter chaque jour suivant. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, combien son parler naturellement charmant m'épargne toutes les lassitudes dictatures de notre temps, étranges et insaisissables. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, qu'intérieurement, je passe d'une colère hystérique à un bien-être béat en savourant sa présence addictique et bienfaisante. Je ne lui dirai pas combien toute sa philosophie me transcende de l'esprit dans les moments rétrécis les plus confus. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas, le bonheur qui abrite mes tripes en me perdant dans son regard à la fois clair et brûlant. Je ne lui dirai pas la souffrance qui m'accable déjà en pensant à son absence. Je ne lui dirai pas. Ne lui dites pas. Il le sait, assurément mieux que mon intimité la plus profonde. Je ne lui dirai pas de sitôt en tout cas. De quelle impatience je m'endors chaque soir pour le retrouver dans mes rêves. Merci Pascal. Je pense que c'est vous, mais si ce n'est pas vous, c'est un de vos personnages, et c'est presque pareil. Vous dites à un moment dans une des nouvelles, je crois, que c'est par la littérature que vous avez été attiré par la France, et c'est par la littérature que vous allez vouloir quitter la France, en citant notamment un auteur qui est important, qui est Ibrahim El-Koni. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cet auteur? Oui, c'est vrai. Par la littérature, je suis venu à la France, et par la littérature, c'est presque le hasard, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé donc, de ce campement nomade, à l'inscription, enfin quand on m'a inscrit à l'école, j'avais mon frère qui était instituteur du village. Et quand on vous inscrit dans les premières classes, en fait, on lisait des petits extraits, on nous faisait lire des petits extraits, on nous faisait même apprendre des petits extraits des textes alors c'était les fables de La Fontaine, c'était des textes de Marcel Pagnol, donc j'ai intériorisé assez rapidement une certaine image de la France, de la campagne française, de la Provence, qui m'a poursuivi d'ailleurs pendant plusieurs années. Et 25 ans plus tard, je dirais effectivement, au moment où j'ai eu exactement envie de repartir dans le Sahara, je marchais un jour dans les quartiers du 14e arrondissement de Paris. Et là, tout à coup, je tombe un jour sur... je cherchais un autre livre dont j'avais entendu parler la veille dans une émission de radio. Et puis là, je vois à l'entrée de cette librairie, à la vitre restée, je vois rester plus de 40 jours à la même place, c'est tombé en esclavage. Je dis, mais c'est curieux cette sentence. Et donc je vois Ibrahim El-Koni, je ne savais pas qui il était, je pousse la porte de la librairie, je prends le livre et je regarde Ibrahim El-Koni, auteur touareg d'origine libyenne, etc. Et là je dis, mais c'est une révélation. Effectivement, je découvre à ce moment-là Ibrahim El-Koni. Et je découvre que c'est un auteur libyen, c'est un auteur touareg libyen qui a vécu, qui est très connu dans le monde arabe, il écrit en arabe et il a été traduit notamment en russe,
Et il travaillait à l'époque, je pense qu'il était en Pologne ou déjà en Suisse d'ailleurs. Et donc je découvre que c'est un monument de la littérature que je ne connaissais pas du tout. Bien qu'il y ait beaucoup de monuments de littérature que je ne connais pas, parce que je prenais moi ce qui m'intéressait comme ça. Je n'ai pas non plus la prétention d'être un spécialiste de la littérature. Voilà, il y a des choses qui me touchent et puis je me les accapare d'une certaine façon. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette relation, ce sentiment en fait que je découvrais quelqu'un qui me mènerait en fait vers ce dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est-à-dire les Sahara. Et tous les livres d'Ibrahim Al-Kouni parlent effectivement et évidemment du monde saharien, surtout de la mythologie ancienne, de la légende, mais il le fait toujours d'une manière très, très poétique, je dirais même de manière philosophique et mystique même. Il n'est pas facile à lire, Ibrahim Al-Kouni. Il a une approche qui n'est pas une approche au sens classique du roman. Donc, voilà, et je le découvre et il ne m'a plus jamais quitté. Enfin, j'ai acheté le livre en question. C'était L'Oasis cachée. L'Oasis cachée, c'est un des premiers livres qui ont été traduits en France. Il y avait Poussière d'or chez Gallimard et puis après ils ont traduit. Il y a une traduction chez Phébus en 2002. Voilà, de l'Oasis cachée. L'Oasis cachée, oui, il y a eu l'Herbe de la nuit aussi. Voilà. Il y a eu très peu de traductions en fait. Je crois qu'il y a moins d'une dizaine de livres. Pourtant, c'est quelqu'un qui a écrit plus de 80 romans, des recueils de nouvelles, de la poésie, mais il est très peu connu. Enfin, il reste encore pas très connu en France. Voilà, là, cette année, on a parlé un peu de lui parce qu'il faisait partie des auteurs qui étaient pressentis pour le prix Nobel de littérature. C'est pour ça qu'on a un peu reparlé d'Ibrahim Al-Kouni. Voilà. Alors justement, à travers cet auteur, est-ce qu'on peut parler d'un thème qui est aussi important dans votre livre, c'est la question de la transmission. Qu'est-ce qu'il reste à transmettre aujourd'hui en termes de mode de vie, en termes de valeurs, et en quoi finalement cette culture pourrait être... voilà notre ligne 2 qui arrive. Bonjour, installez-vous. Bonjour Mohamed. Mohamed Issa, du groupe Imarhan Timbuktu, qui est exilé depuis plusieurs années maintenant à Rennes, et qui était au camp de réfugiés Touareg en Mauritanie, à Mbara. 2-3 mots sur les parcours sans vous couper la parole. Mohamed Issa était un des premiers musiciens Touareg de la musique moderne, en fait, à intégrer la musique moderne à la musique traditionnelle, qui a donné naissance à ce qu'on appelle dans la musique touareg aujourd'hui la musique tradie moderne, qui est portée par le groupe Tartit, qui est composé essentiellement de femmes, un groupe qui a été fondé dans les années 90 aussi par la grande sœur de Mohamed Issa, qu'on appelle dame très célèbre là-bas, surtout dans la région de Tombouctou et dans l'espace Touareg, on pourrait dire, qui s'appelle Disco, qui a fondé les premiers, Fadimata, c'est son vrai nom, on l'appelait Disco parce qu'elle s'intéressait à la musique très tôt. Et donc Mohamed Issa, enfin, elle a eu l'idée d'intégrer la musique moderne, et c'est pas la raison pour laquelle Mohamed Issa joue de la musique, hein. Et la raison pour laquelle il a appris cette musique est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans son parcours de poète et de musicien. Voilà. Donc il nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Il a quitté Rennes ce matin pour accompagner Pascal. Eh ben, on va vous écouter si vous voulez. Vous voulez jouer un morceau? On fait de la télévision.
Vous me dites un mot sur cette chanson? C'est une très belle entrée en la matière parce que c'est exactement avec ce morceau. Et si mon souvenir est bon, si j'ai bien retenu les éléments biographiques de Mohamed Issa, c'est exactement pour ce morceau qu'il a appris à jouer la guitare au début des années 90. Et c'est un morceau, c'est un hymne à l'amour d'une certaine façon, comme c'est souvent le cas dans la musique et dans la poésie touareg. Oui. Et dans le quotidien touareg. Oui, oui, d'ailleurs, il y a au moins 3-4 occurrences sur l'amour dans votre recueil de poésie et de nouvelles. C'est aussi quotidien, c'est aussi, comment vous dites, vous avez utilisé un terme, bon, peu importe, c'est aussi quotidien. Je vais vous simplifier la tâche. Allez-y. On va parler de cette phrase d'Ibrahim El-Kouni qui résume à mon sens tout à fait tout dans ce sujet sur lequel il n'est pas facile de s'exprimer. En fait, c'est la poésie qui peut s'exprimer là. C'est Ibrahim El-Kouni, il dit la beauté est la seule. J'ai perdu le mot. Ah bah vous aussi, on est deux maintenant. La beauté est la seule énigme capable de ramener l'éternel revers à la raison. La beauté est la seule énigme capable de ramener l'éternel revers à la raison. Je trouve que ça résume assez bien. C'est vrai que les rapports à la beauté, la beauté là, dans son sens le plus absolu, hein, la beauté du paysage, la beauté de l'âme, la beauté des êtres, bien sûr, et quelque chose d'absolument présent au quotidien. Et effectivement, c'est un thème qui revient très souvent dans ce que j'écris et dans la musique touareg en général, la musique touareg traditionnelle. Ce qu'il faut distinguer, ce que joue Mohamed Issa, c'est ce qu'on appelle la musique moderne. C'est-à-dire que c'est un mouvement culturel né dans les années 70-80, dans le sud algérien, sud libyen. C'était des jeunes
qui étaient originaires de la région du nord du Mali particulièrement, et qui sont partis créer ce mouvement à travers la poésie justement, mais à travers des influences aussi musicales du Maghreb, du Moyen-Orient, du blues aussi, donc, et du rock. Et donc ils avaient toutes ces influences, et avec ces différents instruments, ces différents sons qu'ils entendaient, ils ont créé un mouvement culturel qu'on appelle, que moi personnellement j'appelle la guitare, voilà, parce que c'était comme ça que ça se disait, la guitare. Là-bas on dit oh, je vais à un concert de guitare, j'écoute la guitare. Voilà, ce qui est tout à fait différent en fait de ce qui a été véhiculé souvent par certains médias. On parlait de rock, Touareg, je sais pas, c'est pas du tout du rock, c'est pas du tout du blues, Touareg, c'est pas du... Pour moi, hein, après ça n'engage que moi, je suis très... Je reste dans mes certitudes. Donc voilà, c'est à partir des années 90, nous on était dans le camp des réfugiés. Moi j'étais, à l'époque j'étais vers 15 ans. On recevait les premières cassettes qui venaient du sud algérien, surtout du sud libyen. Et c'est là que Mohamed Issa, je pense qu'il a commencé aussi à jouer cette musique. Et c'est les thèmes récurrents aussi, c'est ça, c'est le rapport homme-femme, c'est les questions de nostalgie beaucoup, et ce qui est un thème récurrent en fait dans la musique touareg d'une manière générale, que ce soit les ouzad, que ce soit les terres d'Inde, que ce soit même la tachigalt, le tambourin, c'est un terme récurrent, effectivement. Voilà. Pour en revenir à Ibrahim El Koni et la question qui est présente dans ce livre, notamment portée par les femmes, c'est la question de la transmission. Qu'est-ce qu'il reste à transmettre? Vous, souvent, encore une fois, c'est un jeu de miroir entre la modernité, l'individualisme, etc. Et vous l'opposez à un certain nombre de valeurs ou de modes de vie qui sont soit en train de disparaître, soit qu'il faudrait continuer à transmettre. Alors quels sont un peu quelques éléments de cette valeur. Et aussi quelque chose de très important, c'est la non-violence que j'ai trouvé dans ce livre. Il y a déjà la langue qu'il faut transmettre. Voilà, c'est un élément très important, même si actuellement les gens vivent quand même une période très sombre de leur histoire. Il faut savoir quand même qu'il y a plus de 300 000, entre 250 000 et 300 000 personnes de la région de Tombouctou, essentiellement du centre du Mali, qui sont réfugiés en Mauritanie. Et il y a autant de gens qui sont aussi réfugiés au Niger, au Burkina Faso, qui ne peuvent plus vivre chez eux. Alors c'est vrai que dans ces conditions-là, la question de la transmission de la mémoire, elle est très importante. Et pour moi, ce qui reste aujourd'hui le plus important à transmettre, c'est déjà la langue. Voilà, une fois qu'on transmet déjà la langue, après le reste vivra. Et je pense que les générations aussi, il y a un personnage dans le film qui dit voilà, les Touaregs aujourd'hui, ils ont appris à voyager, ils ont appris à être dans le monde entier, à vivre dans beaucoup de pays, ce qui était impensable d'ailleurs. Il y a tout juste une dizaine ou une quinzaine d'années, on a une grande communauté de Touaregs qui sont exilés maintenant en France. C'est-à-dire qu'avant, pour nous, déjà aller à Tombouctou, dans la ville de Tombouctou, par rapport aux campements qui sont environnants, autour de 150 km, c'est déjà un voyage lointain. Alors quand on va à Bamako, par exemple, qui est à 1000 km au sud, c'est encore un autre voyage. Ne parlons pas d'aller dans un autre pays. J'ai une amie qui connaît bien ce monde-là, mais qui travaille plus sur la Mauritanie, qui avait cette belle expression que j'ai trouvée assez juste, que je n'ai jamais pensé. En fait, elle dit, il n'y a rien de plus casanier qu'un nomade. Parce qu'en fait, il y a toujours cette circulation en permanence autour des mêmes clochards, pour reprendre l'expression, sans qu'on se réinstalle exactement dans l'ancien emplacement du campement précédent. Donc la question de l'exil a fait aussi connaître aux gens l'inconnu, et du coup a fait aussi admettre que peut-être qu'il y a la possibilité de se reconstruire ailleurs. C'est dans le film, il y a un personnage
Ressac le fait. Oui, le sac, il y a Abdallah Gil-Husseini de Tinayouen qui dit voilà, les Touaregs, il va continuer à être qui il est, de toute façon, où qu'il soit. Parce que avec nous, on transporte aussi tout un imaginaire. Et je pense que cet imaginaire-là, du campement nomade, de la vie dans le Sahara, même si on n'a plus d'animaux, on ne peut plus vivre là, on continue quand même de les transporter d'une certaine façon. Et même inconsciemment, je trouve, on les transmet quand même à nos enfants qui sont nés à Nouakchott, à Rennes maintenant, à Paris ou ailleurs. Donc c'est une évidence. Et je voudrais juste rajouter que par la musique, par exemple, la transmission est très importante parce que il y a toute une génération des Touaregs qui sont installés, par exemple, dans les villes subsahariennes, notamment à Niamey et à Bamako, qui ont beaucoup appris à être Touaregs, si on peut dire, à garder ce qu'ils sont à travers justement la transmission par la musique. Je vois des jeunes qui font de la musique, alors qu'ils peuvent adapter à leur époque, hein, parce qu'il y en a qui jouent parfois des machines, donc ça sonne un peu électro, comme je pense n'importe quel jeune dans le monde, mais ils se revendiquent dans les textes et dans leur façon de raconter les choses, ils se revendiquent d'un monde qui est le monde de leurs parents, quoi, de leurs grands-parents, à travers la musique. C'est la force de la transmission à travers la musique, elle passe aussi la mémoire passe aussi par cette transmission-là à travers la musique. Un mot avant de redonner la parole à Pascal, mais je vais faire de la concurrence. Je vais lire 3 phrases. Parce que j'ai trouvé ce passage très important en termes d'actualité, dans une situation où les tensions sont un peu généralisées, et le moindre débat, le moindre réseau, tout devient très conflictuel. Et vous faites justement transmettre par une mère à sa fille ces quelques mots. Ma fille, notre précepte commande d'être la corde qui fait l'union, l'entente et la réconciliation entre humains, et non le couteau de la division. Car à long terme, personne n'est à l'abri d'une violence qui se généralise, et comme on le dit, mieux vaut arrêter un incendie chez le voisin avant qu'il ne gagne sa propre demeure. Oui, c'est tout à fait l'esprit dans lequel en fait on a été élevé d'une certaine façon, parce que parfois on rejette sur les Touaregs les fantasmes d'un peuple guerrier c'est vrai que ce sont des guerriers, mais des guerriers qui dans l'histoire ancienne ou même récente, qui ne s'attaquent pas aux autres. On a très peu d'exemples dans l'histoire, en tout cas pour le nord du Mali, dont je connais à peu près l'histoire de différentes tribus, et même je pense au Niger, on ne s'attaque pas aux autres. Et par contre, c'est un droit de se défendre si on est attaqué. Mais effectivement, cette relation avec la paix, avec le respect du vivant, avec le respect de l'autre, elle est très ancrée et très, très importante dans l'éducation. Là, en fait, il y a l'idée de la contagion de la violence. Oui, c'est-à-dire que la violence, c'est quelque chose, c'est un cercle infernal. Hein. Quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Effectivement, le bon sens veut qu'on ne participe pas à la généralisation de cette violence. Pascal, est-ce qu'on peut attaquer plutôt le 4e? Ah oui, parce que le temps qui nous est imparti, comme on dit à la télé, ça commence. Il va falloir. Je suis désolé, parce que qu'on puisse avoir un échange ensuite avec la salle et l'invité. Donc le sanglot de la pierre. Il n'est pas zone pour. Il s'était lancé sur ses traces depuis 3 jours.
Rien. Aucun endroit n'avait été laissé au hasard dans les 4 coins cardinaux. Tout avait été fouillé, mais rien n'y faisait. Le terrain rocailleux qui encerclait le campement n'avait rien voulu révéler. En dehors d'un minuscule pompon chevelu restant d'une coiffure. Était-ce des restes de cheveux? Avait-elle tenté de se cacher dans un petit enfoncement du rocher? Le vent aurait-il trahi son secret? Aucun indice n'était définitivement probant pour tracer cette mystérieuse disparition. Les dernières nouvelles de Mati remontaient à la nuit précédant son éclipse. Cette nuit-là, des sanglots, au fond indiscernables, transportés par la solitude de la plaine, arrachèrent plus d'un cœur. Chacun se tournait et se retournait sur sa couchette. Chacun ressentait intérieurement comme une honte inexpliquée. Les vieilles et les vieux faisaient leurs incantations secrètes pour calmer le malheur, sans savoir au juste de quoi il s'agissait. Cette nuit-là fut émotionnellement trop dure pour les habitants de ce paisible campement nomade. Peut-être parce qu'elle survint après une journée de grand faste qui avait vu, enfin, ce jeune couple trentenaire emménagé dans sa propre tente, dressé à côté de celle des autres, après 5 années de relations hors mariage scandaleuses, affichées et assumées. Pourtant, au début, tout allait presque à merveille, en dépit d'une alliance au fond non consentie entre les parents de Mati et l'oncle tuteur du marié, car l'amour d'Amadé pour sa belle Mati était si fort que rien ne pouvait lui résister. Avant son union, le couple passait toutes ses journées sous une large moustiquaire recouverte d'un drap. Et la nuit venue, il s'étendait sur une couchette derrière la tente de la borgne, servante de la famille de Mati. La borgne leur offrait cet espace que l'usage excessif et passionnel avait rendu à la fois tentant et honteux. Combien de fois la jeune fille entendit sa mère lui dire « Tu nous as ensevelis de honte !» Mais les jeunes amants n'avaient d'yeux et d'oreilles que pour leur relation interdite. Amadé tirait sur sa petite pipe pleine de moujnaïja, ce tabac traditionnel ultra fort, aux vertus puissantes et aphrodisiaques. Il enveloppait de sa fumée les épaules découvertes et la généreuse poitrine à peine voilée de sa dulcinée. Après ce souffle tabagique, le jeune homme, au regard de braise, aux lèvres avides de plaisir charnel, au sourire charmeur et à la taille immense, encensait sa belle d'un verre enflammé. Malgré l'ardente colère des nuages, ma gorge abritait un feu inextinguible. Seul l'enlacement de tes membres et la perte en toi apprivoisent l'étincelante flamme qui me brûle de toutes parts. C'est vrai que Mati était une beauté singulière. Elle n'avait pas le tempérament ardent et passionnel de son mari, mais son charme à elle se trouvait dans la belle posture de son élégante tenue et dans la retenue de son attitude. Quelle que fût la situation, elle n'était pas grande de taille. Le corps charnu, sans rondeur, appelait l'amour, et le visage angélique
laissait voir un nez pointu, des yeux brillants, généralement entourés de col. La bouche juteuse était désirable dès qu'elle se mettait à parler, et le sourire magique qu'elle laissait paraître achevait d'allumer le feu ardent qui consumait les profondeurs d'Amadée. Pour leur mariage, l'amoureux s'était promis d'offrir la plus belle fête à sa jeune épouse, sans doute pour impressionner son campement et ceux des voisins, comme pour faire oublier les 5 années de réclusion moustiquaire. 5 années que beaucoup n'avaient pas vues d'un bon œil. Loin s'en fallait. Car si tous les jeunes se courtisaient depuis toujours au désert et que tout le monde leur permettait ce passe-temps quasi coutumier, il y avait un minimum de retenue et de pudeur à observer. Mais difficile de respecter cette restriction quand on avait un tempérament aussi fougueux que celui d'Amadée. Même si Mbati se montrait consentante, c'était quand même lui la force motrice de cette relation, qui aurait pu très mal tourner. Enfant unique, élevé par son oncle, lui-même retranché dans ses certitudes, Amadée n'avait plus vraiment sa tête, disait-on, depuis qu'il avait perdu ses 2 parents à l'âge de 11 ans. Le père mort, assassiné par une tribu ennemie. La mère avait succombé au chagrin suite à la perte de son mari. Depuis lors, le jeune n'avait cessé de s'adonner à tous les excès. Bagarres, brigandages, razzias, etc. Il est vrai qu'il était particulièrement fort et n'avait jamais peur de rien. Certains disaient de lui que même les djinns ne l'impressionnaient guère. Il est vrai également que les membres de sa branche tribale avaient longtemps fermé les yeux sur ses frasques, excusant les souffrances du jeune homme dues à une perte tragique, la perte de ses parents. Amadée était protégé par son oncle, le chef du clan. Il y eut un moment où sa relation avec Mathilde avait quelque peu assagi, voire guéri. Mais Amadée était resté de toutes les extravagances. Le jour de son mariage fut particulièrement festif. La plus vieille femme du campement dit ne pas se souvenir d'une fête aussi impressionnante. Depuis la dernière visite de la Ménocale accompagnée des Nsara, il y avait de cela plusieurs décennies dans cette contrée lointaine aux mœurs farouches. Pour l'union du nouveau couple, on pouvait voir les chameliers les mieux harnachés d'Afala faire leur danse de possédés sur des rythmes endiablés, des tambourins battus par les chanteuses, des Tishagen. Comme on pouvait entendre des belles sonorités des plus talentueux griots de Tamnara. Le marié avait pris un soin particulier à en mettre plein la vue. À ces griots, en les comblant de toutes sortes de présents, récompenses. Pour, disait-il, libérer l'inspiration et vider leur talent, dans le seul jour important à ses yeux. Il était généreux et agissait parfois en seigneur. Pour ses invités, il avait littéralement abattu un troupeau de 30 moutons et 5 fortes chamelles. La viande et toutes les céréales au beurre rances de vache avaient été servies à profusion. Une tente de la mariée avait été spécialement montée. Elle était ornée des plus beaux cuirs, fabriqués et livrés par les forgeronnes de l'Aïr lointain. Dans une tente, Mati siégeait, plus que jamais resplendissante. Entourée de ses amis, ses tantes, ses cousines, elle dissimulait son visage sous les étoffes indigo. La nuit tombée, elles la raccompagneront vers sa nouvelle demeure, comme il était de tradition. De son côté, Amadée, qui avait du mal à tenir en place, s'activait dans tous les préparatifs, entouré par un groupe d'hommes de tous âges.
Le marié était superbement habillé, selon la coutume. Il portait une grande tunique bleue et un très long chèche indigo. Le tissu déteignait sur son visage et donnait chaud, particulièrement en cette saison hivernale. Un autre groupement faisait des lectures coraniques sous un hangar à proximité pour bénir la vie de ce nouveau foyer. Ce jour devait être mémorable, un jour qui attisait toutes les jalousies des jeunes filles et garçons de l'âge des mariés, chacun souhaitant être à leur place précisément au moment où on s'apprêtait à conduire la mariée dans sa nouvelle demeure. À cet instant, tous les mauvais sorts étaient en principe défaits. Les incantations et carrés magiques accompagnaient le nouveau couple. Le crépuscule venait de jeter son voile sur la plaine. À la place de l'habituel teint orange du couchant, le ciel prenait la couleur cendre, comme si la foudre planait. Pourtant, aucun signe de pluie. La prière du crépuscule venait de se terminer. Les hommes regagnaient la tente de l'oncle du marié. Les femmes, quant à elles, accompagnèrent la mariée dans la nouvelle tente parée pour la nuit de noces. Mathie trônait au centre, ornée de toutes ses parures. Une fois installé, le groupe se retira. Dans l'effervescence de cette journée, les accompagnatrices avaient omis de laisser sur place la suivante, la femme qui accompagne la mariée, censée diffuser l'encens dans la tente. C'était la dernière étape du protocole pour attacher définitivement le mauvais sort des génies en proie aux occasions de fête. Cette présence était indispensable jusqu'à l'arrivée du mari, après la dernière prière du soir. Mathie était toute seule. Elle revoyait le film de sa vie, son enfance auprès de sa grand-mère, son insouciante adolescence, ses années d'amour avec Amadé qui allaient maintenant se concrétiser par leur union sacrée. Perdue dans ses pensées, elle sentit une fatigue la submerger. Sa journée avait été remplie d'émotions. Elle s'allongea sur le lit en bois placé au milieu de la tente. Au moment où le muezzin fut l'appel de la dernière prière, elle tenta de se lever. Sans succès. Une étrange sensation l'étreignit, comme si son image était restée sur place et son esprit parti ailleurs, vers des mondes étranges et inconnus. Son corps était endormi. Le marié arriva dans la plus grande discrétion, faisant semblant de faire la cour pour la première fois à Mathie. À l'entrée de la tente, alors qu'il enlevait ses sandales et ôtait sa tunique, il constata que son époux s'était endormi avec ses habits de mariée. Bien que la situation fût inhabituelle, il ne voulut pas la déranger. Il prit place près d'elle et se reposa un long moment. 1 heure, 2 heures passèrent. Il n'était pas loin de 2 heures du matin. Le campement était entièrement endormi. Tiraillé par l'irrépressible désir de sa femme, il tenta de la réveiller timidement. Le moment était idéal pour avoir leur premier plaisir de mariée. Il la cajola, lui toucha la joue un moment, passa sa main sur ses épaules, caressa son dos. Quand il atteignit la taille pour lui chatouiller la hanche, elle ouvrit grandement la bouche, comme si elle voulait pousser un cri ou bâiller. Aucun son n'en sortit. Amadé regarda le visage de Mathie et découvrit, terrifié, toutes sortes d'entités démoniaques, éclairées et fourmillantes dans la gorge de sa femme. À ce moment-là, il poussa un cri de douleur et d'effroi
qui retentit plusieurs fois, se propageant dans tout le campement avec le timbre de la voix de Mathie. Il n'avait jamais vu une chose aussi effrayante. Comment la plus belle de toutes les femmes pouvait-elle se transformer en monstre cette nuit sacrée? Qu'avaient-ils fait tous les deux pour mériter un tel sort? Depuis la tente des mariés, le cri sinistre résonna encore et encore. Sa terrible résonance prit le campement d'assaut. Elle arracha le cœur de tout un vivant. Les chiens lancèrent des aboiements moroses, les chameaux blatérèrent piteusement. Le campement se relia en entier. Et un calme dubitatif, douloureux, régna. La mariée, maltraitée, battue peut-être, impossible. Mais en même temps, personne ne comprenait pourquoi, en cette nuit de noces, les rochers renvoyaient le sanglot de détresse si lugubre de la belle Mathie, jadis si discrète et endurante. Amadée avait-il perdu la raison? Il pensa aller demander secours, mais à qui? Pour dire quoi? Il n'aurait pas les mots pour expliquer ce qu'il venait de voir. De toute façon, il était trop tard. Puis il était beaucoup trop orgueilleux pour cela. Alors, il se saisit du long sabre hérité de son père avant de sortir aussitôt de la tente. Il trébucha, ne parvint pas à aller plus loin. Il arriva à s'asseoir dehors et y resta toute la nuit, muré dans un silence impassible. À l'aube, la partie orientale de la tente s'ouvrit inexplicablement. La lumière bleue inonda la demeure. Au lever du jour, quand les femmes vinrent les premières, elles trouvèrent le marié dans la même posture, assis en tailleur, le regard hébété, la bouche close, le sabre posé sur son épaule droite. Elles entrèrent dans la tente et découvrirent les affaires de la mariée posées sur son lit. Mais Mathie n'était plus là. Elle s'était littéralement évaporée. Tandis que tout le campement se mettait à la recherche de la disparue, Amadée restait immobile, dans la même posture, celle qu'avait arboré sa mère 20 ans plus tôt, quand son père disparut. Merci, merci. Juste une dernière question par rapport à la lecture qu'il avait faite de Sandro de la Pierre. Bon, c'est une des nouvelles où il est question d'amour, mais on a abordé le sujet.
il y a aussi surtout question là d'interpénétration des mondes visibles et invisibles. Et ça revient, c'est très récurrent dans ce recueil. Est-ce que cela dit quelque chose de l'imaginaire touareg? Est-ce que ça dit quelque chose du rapport au monde, cette interpénétration? Je pense par exemple c'est les travaux de Barbara Cassin sur la Grèce antique et le fait qu'il y ait interpénétration entre l'espace des dieux et l'espace des humains, et que cela engendre un certain nombre de comportements, de relations au monde, à leur nature, à l'environnement. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans le cas touareg? Je ne sais pas, je n'ai pas lu Barbara Cassin. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est l'interpénétration. Oui, mais effectivement, le monde invisible est omniprésent au quotidien. Et je pense que c'est aussi dû au fait d'habiter dans un monde aussi vaste. Le Sahara est tellement vaste que le campement, quand bien même c'est un campement où il peut y avoir plusieurs tentes, plusieurs familles, on est quand même comme un petit grain de sable dans un océan. Donc on est dans un océan de sable. Du coup, on a ces rapports effectivement assez tôt avec le monde invisible qui régule en permanence les rapports des êtres entre eux déjà, les rapports de l'être individuel par rapport au Sahara, au désert. Et donc tout est sujet à ça. Le moindre mouvement que vous faites, vous pouvez rencontrer un djinn. Vous pouvez être, et on dit d'ailleurs que les gens qui se promènent tout seuls dans le désert sont en général des gens qui peuvent justement être habités et peuvent aussi tout à coup être possédés, parce que quand les djinns, ils sont on est vulnérable d'une certaine façon. Et comme il y a beaucoup de gens qui se promènent tout seuls, on est des tribus de possédés d'une certaine façon dans un monde absolument. Voilà. Donc il y a effectivement les Timchar, par exemple, ce sont des endroits où on ne revient pas, où le campement ne vient jamais se fixer parce que cet endroit-là est habité par les djinns, justement, par les esprits des anciennes personnes qui vivaient là, etc. Donc il y a cette présence du monde invisible qui est effectivement assez importante au quotidien. Voilà. Je vais peut-être donner la parole à la salle s'il y a des questions ou des commentaires, parce que c'est parti. Moi, je voulais vous remercier évidemment à vous tous pour cette excellente soirée. Je voulais vous dire que l'ACB, Association de culture berbère, n'a jamais autant pris son sens que ce soir. Le monde berbère est un monde vaste, est un monde immense, par son côté artistique, sa poésie, sa musique, vaste par son côté philosophique, parce que vous nous questionnez sur le sens qu'on doit donner à nos existences sur cette planète. Et vaste par son côté politique, parce que vous questionnez les gouvernements du monde entier qui dessinent à coups de crayon des frontières dont vous fichez pas mal en fait. Et ça en vient au nomadisme. Le nomadisme, vous les Touaregs, et pour citer un écrivain, Albert Memmi, vous restez des nomades mobiles, alors que nous sommes tous un peu des nomades, mais nous on est devenus immobiles, ne voyageant que dans nos têtes. Et le nomadisme, ça aussi des gens comme les gens du voyage, comme les Tziganes, comme les Sioux, les Apaches d'Amérique. Ceux-là, ce sont des êtres humains qui ont continué à être des nomades mobiles, alors que nous sommes peut-être trop devenus immobiles, ne voyageant que dans nos têtes. Je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup été interpellé, monsieur, mais après je terminerai là, j'ai beaucoup été interpellé quand vous nous avez dit il faut au moins déjà transmettre la langue et le reste suivra. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre modeste niveau. Nous avons avec nous Ben Mohamed, le parolier, le poète de beaucoup d'artistes de chez nous, et nous lui consacrerons tout un hommage en 2026, parce que c'est aussi ça, résister. C'est résister poétiquement par la poésie, par la langue, et c'est la résistance par les mots
est une résistance non violente, vous l'avez dit, mais c'est une résistance qui peut être efficace. À l'heure où on nous appelle à faire la guerre, à jeter à la poubelle l'amitié entre les peuples, vous nous dites encore aujourd'hui, en 2025, résister par la langue, résister par les mots, et ça marchera. Parce que ça a toujours marché, et c'est ce que nous nous proposons de faire. Quelqu'un qui, comme vous, n'a aucune haine alors qu'il aurait pu en avoir, c'est Asri Hakim, que nous célébrerons le 17 décembre à la mairie du 20e. Voilà quelqu'un qui est laissé pour mort par un pouvoir politique, peu importe lequel, et qui n'a aucune haine, qui ne fait que résister par la musique, le sport et par les mots. Il viendra le dire le 17 décembre à la mairie du 20e. Je n'ai pas de questions, je voulais juste vous faire ces remarques-là parce que j'ai été très bouleversé par votre présence. Merci Moussa, merci à vous. Et pour information, Areski, c'est le président de la CB. Merci beaucoup. Monsieur Felawan, merci pour votre présence. J'ai une question par rapport à... Vous parlez de djinn, je ne sais pas comment on le prononce. Cette question, elle est un peu récurrente dans le monde un peu musulman. Pourquoi on n'entend pas parler en fait de ça en Europe, ni des djinns, ni de l'œil, en fait, moi, je me demande pourquoi on parle de ça uniquement chez nous, voilà, de l'autre côté de la rive, mais pas en Europe, en fait. Pourquoi nos enfants, ils sont... Excusez-moi. Non, d'accord. Pourquoi nos enfants, ils sont atteints de fête, l'œil, alors que les Européens, bon, c'est subjectif la beauté, mais pourquoi ils ne sont pas atteints de l'œil? Et le djinn, surtout ça. Merci. Merci beaucoup. Ce que vous dites par rapport à la CB, je suis très heureux. Enfin, j'ai vécu longtemps à Paris, mais c'est la première fois que je viens ici. Donc, c'est aussi une découverte pour moi de venir ici. Et je tiens à remercier l'éditeur qui a organisé cette rencontre. Et oui, la résistance par la non-violence. Pour moi, Ibrahim El-Kouni, c'est le plus grand résistant, le plus grand rebelle, entre guillemets, Touareg, parce qu'il a écrit sur la mémoire et cette transmission-là, elle perdurera par les temps. Combien même les enfants Touareg, les futures générations ne seront plus dans le Sahara, ils auront une boussole de qui ils sont à travers ces écrits. Donc pour moi, il est beaucoup plus efficace qu'une armée de révolutionnaires qu'on nous vend aujourd'hui dans le Sahara, mais en fait, qui pour moi ne sont que la phase la plus radicale, peut-être la plus d'un iceberg en fait. Voilà. Simplement pour dire la question de l'existence du monde Touareg, pour moi, elle se résoudra à travers les Touaregs eux-mêmes, mais probablement pas de manière violente comme on veut nous le faire entendre parfois. Madame, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais à mon humble avis, je pense que cette histoire de djinn, c'est surtout en rapport avec l'espace. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le monde en fait qui nous entoure est tellement immense. Et moi, j'en ai fait souvent l'expérience. Je marche dans le désert tout seul. J'ai vraiment l'impression de ne pas être tout seul. Et je crois que c'est un rapport avec l'espace, avec ce grand environnement en fait qui nous donne parfois même le vertige de non-existence même d'une certaine façon. On se fond dans la nature. Et du coup, on est en communion d'une certaine façon, si on peut utiliser ce mot, avec un monde qui est là, qui est le monde de l'invisible, le monde des esprits. On dit les djinns, en fait, ce sont des esprits. Alors les esprits, ils peuvent être de bonne compagnie parfois, si on sait les entendre, les écouter, mais ils peuvent être aussi de mauvaises compagnies. Et là, il faut faire appel aux spécialistes du talisman. Il y en a dans le Sahara qui sont spécialisés pour extraire justement, pour tirer les gens qui sont possédés, pour retirer les mauvais esprits qui prennent possession des personnes parfois. Et il y a toute une science là-dessus. Je pense que notre ami
Cheikh Abdeslam, qui est un très grand érudit du Sahara, qui a une connaissance immense sur le monde saharien en général, pourra peut-être en dire un mot s'il le souhaite à ce sujet. Azul Filaoun, juste peut-être pour répondre à madame, on n'a pas le monopole de l'œil. Je vous invite à lire, c'est vraiment un très très beau livre, le livre de Jeanne Fabrice Saada sur la sorcellerie dans le bocage. C'est édifiant. C'est vraiment intéressant. Pour en revenir à vous, je vous remercie infiniment. Ça a été un moment de vrai plaisir pour l'amoureuse du désert que je suis, mais du côté algérien où j'ai découvert le peuple Touareg, qui est un peuple très très digne. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir une représentation dans ce que disait tout à l'heure notre ami Mustapha, dans cette espèce de tranquillité que vous inspirez et qui se dégage de vous, de non-violence. C'est vraiment très très intéressant et c'est dommage qu'on n'ait pas souvent l'occasion de voir en effet des écrivains ou des poètes touaregs et comme disait tout à l'heure Ariski, je crois que ça prend tout son sens aujourd'hui, l'association de culture berbère de recevoir des concitoyens touaregs. C'était vraiment tout ce que je voulais dire. Comme j'ai pas lu encore le livre, en tout cas vous donner envie d'aller l'explorer, de regarder. Merci infiniment et vraiment très très beau, en effet, très belle voix, ça donne vraiment envie. Merci infiniment. C'est surtout Pascal qui donne envie maintenant de lire les livres, parce que même moi j'entends parfois les lectures, je revois les personnages, je revois les lieux, ça prend vie avec ta voix, ça prend vie. Merci beaucoup. Merci madame. Une autre réaction ou une question? Azul Filaoun, merci beaucoup à l'association de culture berbère pour cette rencontre. Donc, alors moi je veux réagir par rapport déjà au titre. Donc Timchar, donc dans ma langue maternelle qui est Amazigh de haute classe orientale, on a un mot qui est très très proche, qui s'appelle Tamshat. Tamshat qui veut dire, c'est une forme de repère, si vous voulez, mais qu'on trouve dans les cimetières. Donc c'est un lieu voilà, qui peut être habité, que ce soit par un mort ou même par voilà, un djinn. Donc, et je trouve ça extrêmement intéressant. Je n'ai pas encore lu le recueil de nouvelles, je le ferai avec énormément de plaisir. Donc moi je veux vraiment vous poser une question par rapport au rapport, si vous voulez, c'est un thème qui revient tout le temps, donc le rapport entre le monde traditionnel et le monde moderne. Donc une question qui me tient énormément à cœur, et je veux bien savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une vraie résistance touareg à ce que justement un géographe brésilien qui s'appelle Milton Santos appelle le développement meurtrier. Donc est-ce que ce développement aujourd'hui peut être comment dire, la fin de cette culture, donc que vous souhaitez justement continuer de transmettre, ce soit à travers la langue, à travers l'art, à travers toutes les formes d'expression, si vous voulez. Est-ce que vous voyez justement aujourd'hui que le Touareg résiste et à travers lui l'ensemble du monde amazigh berbère? Il y a une résistance à plusieurs niveaux. Il y a déjà une résistance sens culturelle, qui est pour moi la résistance la plus importante, qui est portée beaucoup par les musiciens comme Mohamed Issa, comme le groupe Tartit, comme le groupe Tinariwe. Il y a énormément de groupes qui portent la culture et l'identité, ou les identités peut-être faudrait-il dire, des Touaregs à travers le monde. Et pour moi, ça c'est déjà la forme de résistance la plus importante qui va donner, qui donne déjà des repères en fait à la jeune génération des Touaregs qui sont nés en ville ou qui sont en exil. Voilà, c'est pour moi déjà si je peux parler vraiment des résistances, par exemple si on parlait d'Ibrahim El-Koni, pour moi c'est un des plus grands résistants. Il ne se définit pas du tout comme ça. On entend parler parfois du sujet, mais c'est quelqu'un qui est tout à fait sobre, qui parle de ses livres, mais dans ses livres, il y a tout. Il y a tout ce qui nous rattache à ces mondes-là, d'une certaine façon. Donc pour moi, c'est ça, la résistance culturelle, elle a plus, pour moi, d'impact dans le temps, et surtout pour les générations
les générations futures que d'autres formes de résistance qui existent aussi, parce qu'il y a quand même, il faut le signaler, une rébellion touareg depuis les années 60. Voilà, ça s'est plus développé dans les années 90, et là dernièrement en 2000. Donc il y a aussi une forme de résistance armée, bon, qui est séquelée, qui est, comme je le disais tout à l'heure, pour moi la partie la plus visible en fait d'un iceberg. Pour moi, la résistance culturelle, la résistance, le désir de rester qui on est beaucoup plus forte en fait, que pour moi elle s'exprime plus au quotidien chez les gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas des rebelles, qui n'étaient pas dans la rébellion, plus que par la prise des armes. Donc effectivement, je pense qu'on peut parler de résistance à différents niveaux comme ça, mais face à cette résistance, c'est sûr que les armes ne sont pas les mêmes, parce que qu'on en a affaire à des États, parfois même à plusieurs États, et dans le cas des Touaregs au Mali, au Niger, et même dans certains pays, je veux dire, la force la tentation d'épuration simplement est beaucoup trop forte. C'est pour ça que la majorité aujourd'hui en fait du peuple touareg est obligée de s'exiler en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie, dans le sud algérien. On ne peut pas considérer comme exilés en Algérie. Ça, c'est intéressant aussi de les voir. Tous les réfugiés touaregs qui arrivent dans le sud algérien ne sont pas considérés comme des réfugiés. Je n'ai jamais compris. Voilà, au Mali, ils ont le statut de réfugiés. Il y a les Nations Unies. Au Niger, c'est pareil. Ici, en France aussi. Donc, certainement, il va y avoir un retour à un moment donné d'une génération, je ne sais pas, dans 30, 40 ans, des gens qui auraient envie d'aller découvrir, d'aller reprendre en fait, reprendre pied dans les terroirs de leurs ancêtres. C'est une évidence. Et en ce sens-là, pour moi, la musique, la littérature joue un rôle très important. Parce que là, le rapport en fait avec l'espace saharien, avec la mémoire saharienne, pour moi, il est beaucoup plus fort à travers la littérature et la musique, plus que par les armes. Une dernière réaction ou quelque chose, vous voulez dire là, Môme? Moi, si on va vous donner le micro pour les réseaux sociaux. Merci. En tout cas, merci pour cette excellente soirée. Et je voudrais quand même ne pas minimiser tout ce qui se passe dans l'Azawad, donc dans la région du nord du Mali, dans l'Aïr, dans le Tamesna, parce que ce n'est pas que au Mali où les Touaregs ont des problèmes, et c'est pas seulement des problèmes, c'est surtout des massacres, et des massacres qui datent depuis plus de 60 ans, 63 à 65 années. Et déjà, ils avaient déjà dû subir la colonisation, puisque cette colonisation, comme vous l'avez abordé tout à l'heure, la colonisation française a commencé par interdire le commerce caravanier. Donc, c'était une façon à la fois d'assigner à résidence, d'astreindre les Touaregs qui ont toujours été nomades depuis plus de 2000 ans à la mobilité, et en même temps aussi à la pauvreté, parce que leur économie était basée sur les échanges, sur le troc. C'est-à-dire que le caravanier transportait à la fois des marchandises d'une région à une autre, il transporte ce que les gens ont besoin ailleurs. Et les gens de l'autre région lui échangent ce dont lui a besoin. Vous voyez? Donc, toute cette économie, et qui avait des prolongements sociaux, culturels, historiques,
cette économie a été cassée à ce moment-là. Alors, la deuxième grande cassure et rupture avec le véritable monde nomade, c'est l'occupation militaire du Sahara. Parce que le Sahara a toujours été, jusqu'après les indépendances, un territoire militaire de l'armée française. Et finalement, il est redevenu un territoire militaire de la part des États qui sont issus de la colonisation. Et là aussi, je ne sais pas si c'est madame ou quelqu'un d'autre qui avait abordé la question des frontières. Les frontières des États actuels du Maghreb et du Sahel sont des frontières purement coloniales. Aucun habitant du Maghreb ou du Sahara ou du Sahel n'a participé au tracé de ces frontières. Or, les frontières, c'est vraiment la superstructure de la société dans laquelle on veut faire évoluer des communautés. Donc, on est prisonnier. Il y avait un historien africain, burkinabé, dont l'université d'ailleurs de Ouagadougou porte le nom aujourd'hui, il s'appelle Joseph Kizerbo. Il a parlé en parlant de la question des frontières coloniales, il a parlé de vivisection de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a été découpé comme un cadavre, voilà, on va le sectionner pour étudier les différents organes, etc. Donc, dans ce cadre-là, les États modernes ont pris la suite de la colonisation. Ils n'ont pas fait autre chose. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce qu'ils l'ont fait par incompétence ou bien par ignorance? Ça, c'est leur problème. Mais pour les habitants du Sahara, et d'ailleurs pour le reste du Maghreb et du Sahel, parce que entre les Maghrébins sont les mêmes. Qu'ils soient arabes ou tamazighs ou autres, ils sont tous les mêmes. Un chleur du Haut-Atlas, c'est le frère d'un Touareg du Tamesna, ou de l'Aïr, ou de l'Azawad, ou d'un Kabyle, ou autre, ou un Chaoui, ou autre, voilà. Un arabe, pareil, c'est la même chose. Les tribus arabes qui sont arrivées dans le Maghreb sont les mêmes qu'on les trouve en Tunisie, ou en Algérie, ou au Maroc, ou en Libye, etc. C'est-à-dire tout réunit ces gens. Et en fait, autrefois, ils étaient unis. Chacun avait sa personnalité, chaque tribu avait sa région, etc. Mais il n'y avait pas cette dissociation, ces frontières quasiment infranchissables, quoi. Ce sont des murs. Et des murs, en plus, des murs culturels, des murs sociologiques, parce qu'on empêche des communautés de communiquer entre elles. D'ailleurs, dans les deux mots, communiquer, communauté. Donc voilà, moi, je voulais bien insister là-dessus, et aussi de ne pas... Alors, je suis d'accord avec les questions de non-violence, je suis d'accord avec la très grande importance primordiale de la culture. D'ailleurs, les mouvements de rébellion touareg, en tout cas modernes, à partir des années 90, sont nés à partir d'une sorte de révolution culturelle. Des Imouhal et des Imouchars, etc. Mais cette non-violence et cet amour de la culture et de la transmission par les valeurs culturelles ne doit pas occulter le fait qu'aujourd'hui, mais depuis 65 ans, les Touaregs font l'objet de crimes chaque jour qui passe. Chaque jour. Il n'y a pas un jour, c'est-à-dire aujourd'hui, hier, demain, où il n'y a pas dans l'Azawad, au Mali, et pas que dans l'Azawad, hein, au Tamesna, même en Algérie aussi, il y a des exactions. Et en Algérie, c'est peut-être pire, parce que les Touaregs algériens ne sont pas plus de 200 000. Donc, ils sont écrabouillés, écrasés par 50 millions. Vous voyez, ils n'ont aucun pouvoir.
la seule chose qu'on accepte des Kela Hagar, je m'excuse de parler aussi des Kela Hagar, mais la seule chose qu'on accepte, c'est une figure, une représentation très folklorique ou corrompue. Ou corrompue, c'est-à-dire qu'on achète certaines personnes. Donc, si on ne minimise pas les agressions quotidiennes et les crimes quotidiens dont sont victimes le monde touareg, on doit accepter qu'ils doivent se défendre. Mais ils peuvent aussi se défendre, pas seulement par la culture, mais aussi par les armes. Alors là, on arrive à un autre problème, c'est que tous les mouvements touareg jusqu'à aujourd'hui ont été manipulés. Ils ont été manipulés principalement et d'abord par les États. Et les États les infiltrent régulièrement, y compris avec des questions religieuses, etc., alors que les Touaregs ne sont pas dans cet univers, comme par exemple en Orient, au Mashrek. Le Maghreb est dans une autre situation, mais on manipule tous les courants de pensée, les mouvements et même le spirituel pour diviser les mouvements d'émancipation des Touaregs. Et donc, voilà, moi c'était juste ce que je voulais dire, c'est de ne pas minimiser. Et merci à tous ceux qui combattent du point de vue culturel et aussi ceux qui combattent par la violence contre la violence. Oui. D'abord, merci beaucoup pour ce merveilleux moment d'information, de découverte d'un monde finalement qu'on ne connaît pas assez. Malheureusement, les politiques de nos pays ont fait que on doit vous ignorer. La première fois que j'ai été à Tamaracet pour faire un circuit en chameau, on a fait un circuit d'une dizaine de jours, 12 jours, je ne me rappelle pas. J'ai eu l'occasion de discuter avec des Touaregs dans des campements, tout ça, dans des différents endroits. J'ai découvert, en discutant avec un vieux par exemple, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'enseignez pas les tifinables aux enfants? Et le vieux, il devait avoir plus de 80 ans. Il me dit, il sourit, il me dit, mais c'est une langue qui ne nourrit pas. Donc, apprendre le Touareg, pour lui, ça ne pouvait pas lui ouvrir les portes vers des emplois, vers un travail où il peut assurer sa subsistance. Mais derrière ça, j'ai découvert après, en discutant avec des gens et tout ça, j'ai découvert que je parle de l'Algérie, hein, le pouvoir algérien a joué un jeu très très pervers. Parce qu'il a essayé d'ouvrir des écoles dans des villes et de ramener justement ces nomades, de les sédentariser. Donc je ne traduis ça. Je ne traduis pas ça par le mot esclave parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Mais ça a bon. été déformé aussi à l'époque de la colonisation. Voilà.
Les serviteurs, on va dire. Les serviteurs. Les travailleurs. Oui. Donc, ils ont réussi à ramener des gens de ce milieu social. Ils les ont sédentarisés. Moi, j'ai été dans une famille à Tamaracet qui a été sédentarisée comme ça. Ils avaient des pavillons de grand luxe, etc. Mais ils avaient une tente au milieu de la cour. Ils vivaient plus dans la tente que dans les bâtiments. Les bâtiments en dur, ils les réservaient aux invités. On arrivait et ils faisaient rentrer dans le dur. Bon. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que maintenant, j'ai été ces dernières années, il y a 7-8 ans, je crois, ou 6 ans, je ne me rappelle pas. Je suis reparti à Tamaracet et j'ai découvert la conséquence de cette politique de sédentarisation. Alors, les enfants qu'ils avaient scolarisés sont maintenant adultes. Ils sont dans des administrations. Ils ont du pouvoir. Et je précise qu'ils les ont surtout arabisés. En jouant sur l'islam, etc., comme si Dieu était unilingue. Donc, on leur apprend l'arabe parce que c'est la langue de Dieu. Et le français, très très peu, sauf ceux qui réussissent à voler un peu de français, par-ci par-là. Mais généralement, ils les ont arabisés. Et avec ça, maintenant, ces gens-là sont dans des administrations et les nobles qui n'ont pas accepté cette démarche-là, maintenant, ils se retrouvent souvent vraiment mal au point d'être obligés d'aller solliciter ces gens-là pour avoir des papiers, des millions pour eux. Ils ont réussi à diviser la société touareg. Voilà. Et j'ai l'impression que c'était pas la même chose au Mali, au Niger, je ne sais pas. Voilà. On va Si vous permettez. écoute un peu plus court maintenant. C'est exactement la même chose au Mali. Hein. On a connu un phénomène similaire au Mali où il y a beaucoup de gens qui ont travaillé par exemple pour des ONG et qui s'y retrouvaient tout à coup dans une position. Bon, c'est pas des problèmes hein, qu'il y en ait qui accèdent à des moyens de vivre et d'émancipation sociale. C'est très bien, moi je trouve. Mais voilà, c'est ce rapport de dominant-dominé qui s'inverse qui est problématique. C'est la même chose au Mali. Oui, en fait, il y a une guerre depuis les indépendances dans le Sahara. Il y a, quel que soit le pays, il y a une guerre démographique, si on peut dire. C'est-à-dire que dans tous les États, à Gao, à Timbuktu, à Kidal, à Agadez, à Tamanrasset, à Jeannette, un peu moins Jeannette, disons, mais dans toutes ces régions et toutes ces villes, on a cassé les anciens équilibres démographiques millénaires. J'allais dire séculaires, mais c'est millénaire. Parce que ça fait depuis 2000 à 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'introduction du dromadaire dans le Sahara, par les anciens Senhaja, etc. Depuis cette époque-là, il y avait des équilibres démographiques et le Grand Sahara était le domaine des grands nomades.
Les autres ne faisaient que le traverser ou échanger avec les grands nomades. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, si vous allez, puisque vous allez parler de Tamanrasset, je m'excuse, je fais court. On va prendre le conservé de musique. Pardon, oui, avec plaisir. Une très belle musique. Tabarakallah. Non, tu as raison, Chekib, il y a un bouleversement non seulement des équilibres démographiques, mais aussi des équilibres politiques. C'est ça, c'est tout, Oui. tout est... Oui, à Gao, et les Touaregs sont plus ou moins maintenant minoritaires. À Tamanrasset, il y a au moins 60 000 militaires. Il y a pas plus de 10 000 Touaregs. Et la population de la région, elle dépasse les 300 000, mais les Touaregs se retrouvent ultra minoritaires. Ce n'est pas seulement minoritaire, c'est ultra minoritaire. Vous voyez ? Imaginez qu'à Paris, il y ait, c'est une ville de 2 millions, 3 millions d'habitants, intramuros, on va dire, imaginez qu'il y aurait seulement 100 000 Français et 3 millions de Touaregs. Vous voyez ? Oui, c'est ça. C'est le bon remplacement. Les proportions. C'est ça les proportions. Merci. En tout cas, merci pour cette belle lecture et pour la musique qui arrive. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Une dernière information avant de donner l'espace pour la musique à Mohamed Issa. Je ne reviens pas sur le rendez-vous du 17 décembre avec Hakim Areski, on a parlé. On a rendez-vous mercredi prochain avec une avocate d'origine iranienne, Shirin Ardakani, qui fera le procès du patriarcat. Ça s'inscrit dans le cadre de nos initiatives autour des violences sexistes et sexuelles. Et il sera question donc sur le point des accusés du patriarcat sous toutes ses formes et dans toutes les latitudes et depuis la nuit des temps. Ça, c'est mercredi à 19h. Maintenant, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Et on devait commencer avec vous, Mohamed, on va terminer avec vous, parce que la ligne 2 est arrivée, c'est à vous.
Merci Pascal, merci Mohamed, merci Fabrice. On se retrouve là-haut pour la dédicace des livres et puis il y a un pot qui sera partagé. Et encore merci. Merci à vous, merci à l'association. Merci beaucoup. Et merci à toutes celles et ceux qui sont venus de loin, probablement. Merci beaucoup.